Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. C'est le journal du soir dont voici les principales articulations. La mise en quarantaine des villes et villages potentiellement touchés par Ebola a été étendue. Les autorités ont déjà jugé que le confinement des 3 jours imposé au pays, je parle de la Sierra Leone, il y a quelques jours était un succès. Désormais, près d'1,5 million de personnes sont concernées dans 5 des 14 districts du pays. Les 2 villes au cœur du dispositif restent Kenama et Kailaoun dans l'est du pays. Nous le verrons dans un instant avec Marina Mendeman. En Afrique du Sud, le député radical Julius Malema, toujours dans le viseur de la présidence de la République, l'ancien cadre de l'ANC, est accusé de corruption, de fraude et de blanchiment d'argent. Mardi matin, le parquet de Polokwane a ajourné au 3 août 2015 le procès de ce leader des combattants pour la liberté économique. Le gouvernement et ses alliés s'organisent pour tenter de contenir un Julius Malema devenu très gênant. La commission de coordination du Comité international olympique s'est rendue au Brésil dans le cadre de sa 7e visite dans la ville hôte des Jeux olympiques 2016 pour une inspection et une évaluation des progrès accomplis par les organisateurs brésiliens à moins de 2 ans de l'événement. Le pays continue de montrer des signes d'assurance et sa volonté d'offrir une belle fête au monde sportif. Voilà pour la vitrine, les détails dans un court instant. Bienvenue. La Sierra Leone, d'abord, vient de mettre en quarantaine 1,2 million de personnes, l'objectif étant d'enrayer définitivement le virus Ebola du pays. L'Organisation mondiale de la santé compte désormais plus de 2000 personnes infectées et 605 décès dans le pays. Le constat de Marina Mendeman. La Sierra Leone a décidé de confiner 1 million d'hommes, de femmes et d'enfants. C'est évidemment la mesure la plus importante prise par les autorités de ce pays depuis que l'épidémie Ebola a fait son apparition. En tout, 3 districts et 12 chefferies tribales ont été saisis pour subir ce confinement. Porto Loco est en fait une très grande zone et l'activité minière, vous le savez, très large. Il va y avoir quelques contretemps ici et là en termes de sécurité, mais je crois que les policiers municipaux sont à la hauteur. L'État tente par ailleurs de reprendre en main son économie fragilisée par l'épidémie. De nombreux commerçants qui ne parviennent plus à écouler leurs produits et services sont notamment concernés par cette opération. Depuis l'émergence de la crise Ebola, les gens ont peur de venir nous vendre des produits. Et ils ont aussi peur de venir et d'acheter. Avant, quand nous allions au marché, nous pouvions acheter des produits pour pas très cher. Mais maintenant, depuis qu'ils prennent un risque en venant ici, les produits sont très chers. Cette opération est apparue irréaliste pour les experts. Le gouvernement et l'OMS ont mobilisé plus de 30 000 personnels de santé et volontaires pour sa réussite. À ce jour, 605 personnes ont été tuées par le virus, un bilan qui pourrait être bien plus lourd à la sortie du confinement. Un agent de l'ambassade d'Espagne au Soudan a été assassiné lundi à Khartoum. En exercice depuis 3 ans en tant que chef de département des visas, le sexagénaire a été retrouvé mort, poignardé à son domicile de Garden City, un quartier de la capitale soudanaise. Le récit de Larissa Fall Traoré. Le diplomate en charge de la section consulaire de l'ambassade d'Espagne a été retrouvé mort, poignardé ce lundi à son domicile à Garden City, dans le centre de Khartoum. La nouvelle a été rendue publique par les autorités soudanaises et espagnoles. Les autorités ont répondu l'information sans pourtant préciser l'identité du fonctionnaire. Le ministre espagnol des Affaires étrangères a indiqué que la victime n'avait pas le statut de diplomate. Selon la police du Soudan, la victime est un sexagénaire. Il assurait les fonctions de chef de département des visas depuis 3 ans et non celles de diplomate. Le ministre soudanais des Affaires étrangères a présenté ses condoléances à l'ambassade d'Espagne ainsi qu'à la famille du défunt, sans expliquer les circonstances de ce décès. Une enquête a été ouverte par la police soudanaise. Le tribunal du Soudan devra cependant travailler sur ce dossier en étroite collaboration avec celui d'Espagne. Congo, à présent, près de 2 millions de Congolais âgés de plus de 18 ans ont été appelés à élire pour les 5 prochaines années les membres des 12 conseils départementaux et des conseils municipaux des 6 plus grandes villes du pays. Le PCT, Parti congolais du travail au pouvoir, se dit confiant. Ludovic Bitégué sur les images d'Afrique Actualité. Un peu plus de 5400 bureaux de vote se sont ouverts dimanche matin à travers le territoire congolais. Près de 2 millions de personnes ont voté selon la commission d'organisation des élections qui a relevé quelques difficultés organisationnelles du reste surmontables.
Le taux d'abstention pourrait être élevé puisque les populations n'ont pas montré un réel engouement à se rendre dans les différents bureaux ouverts dès 7 heures. Le taux de participation, on ne l'imagine pas. Il faut que j'entre en contact avec des commissions dans des départements pour savoir de manière exacte quel est le taux de participation à cette heure-ci. Ce que nous pouvons signaler maintenant, c'est que l'ensemble des bureaux sur toute l'étendue du territoire national sont ouverts. Notons que le président Denis Sassou Nguesso et son épouse ont voté dans un bureau du centre de Brazzaville. Il a souligné que les élections locales sont des élections difficiles à organiser et à financer. Une dizaine de partis de l'opposition qualifiés de radicales par le gouvernement ont boycotté le scrutin. J'aimerais bien que les choses se déroulent dans les normes, dans la paix et l'amour. Mais dommage pour nous, les personnes âgées, on s'est levé très tôt. Arrivé ici, là, il y a des bulletins qui manquent, qui sont repartis encore à la mairie pour chercher d'autres bulletins. Ce n'est pas faisable, les votes commencent très tôt le matin. Vous devrez afficher, on n'a pas eu de coupure de courant, on devrait avoir les fiches déjà préparées depuis 6 heures. Les résultats de ces élections locales seront annoncés le 12 octobre prochain. Notons que les dernières élections locales au Congo ont eu lieu en 2008. Et qu'initialement prévu pour juillet 2013, le scrutin a été retardé suite à de longs débats au sein de la classe politique. Le Sénat congolais compte 72 membres, soit 6 sénateurs dans chacun des 12 départements. Éducation et enseignement. À présent, au Rwanda, près de 10 000 étudiants ont vu leurs allocations d'études être suspendues. Selon les autorités du Bureau national des bourses, ces étudiants auraient déposé leur demande de renouvellement de bourse en dehors des délais administratifs. La situation est à l'origine d'un sit-in interminable à Kigali. Jérôme Mugabao, d'Afrique Actualité. Ces étudiants ont eu de bonnes notes et ont été sélectionnés pour continuer leurs études universitaires dans différents instituts et universités du Rwanda. À leur grande surprise, ils ne se sont pas retrouvés sur la liste officielle publiée par la direction rwandaise d'éducation. C'est pourquoi un bon nombre d'eux est campé au siège de la direction depuis le matin. Ils ne sont pas convaincus par des explications qu'a fournies la direction. Nos étudiants de faculté que eux ont programmés. Eux, souvent à l'école secondaire, ils nous obligent de suivre des sections que nous n'avons pas choisies. Dire qu'ils veulent ceux qui ont suivi des facultés sollicitées au marché, c'est faux. Ce n'est pas au Rwanda seulement que se trouve le marché du travail. Nous pouvons aller travailler ailleurs. Il faut qu'ils soutiennent tout le monde qui a la volonté et le mérite de continuer ses études. Les facultés visées par cette coupure de bourse sont en relation avec les sciences sociales. Mais certains étudiants qui ont fini dans des écoles techniques avec grande distinction, eux aussi ne sont pas épargnés, faute de mal remplir leur demande de bourse en ligne. Jadis, il y avait la transparence. Si j'ai des bonnes notes, j'ai droit aux bourses. C'est faux de croire que tout le monde vit en ville. Il y a ceux qui vivent loin de la ville où il n'y a même pas l'électricité pour avoir accès à l'Internet. Certains de ces étudiants ont demandé de continuer dans des instituts polytechniques favorisés par le programme, mais ils ont été transférés dans des facultés qui subissent l'essor aujourd'hui. Tout ce qu'ils demandent, c'est la transparence. Voilà, et face à cette situation, le Bureau national des bourses s'est confié à nos confrères d'Afrique Actualité. Et selon toute vraisemblance, la situation est irréversible et chacun des étudiants devra payer le prix de son retard. Nous écoutons l'un des responsables de cette direction au micro de nos confrères. Nous avons un problème de gens qui ne respectent pas le temps, qui ne respectent pas la délai. Chaque fois que tu donnes aux gens une date à respecter, certaines personnes ne vont pas respecter. Ils se disent que je vais faire ça demain, je vais faire ça après. Et voilà, c'est fini. Alors, notre système commence à travailler. Tu vois, on a plus de 14 000 enfants qui ont été admis dans nos universités. 10 455 étudiants ont pu appliquer correctement dans le système. Et puis, le système a choisi parmi ces gens-là. Et puis, on a sélectionné 5 441 de 5 841 étudiants qui doivent bénéficier de ce prêt de bourse.
Alors, comme tu vois, il y a 3 institutions qui restent, Kavumu, Rukara et Biomba. Les places qui restent sont réservées à ces institutions et quelques cas que tu peux voir vraiment qu'ils sont pertinents. Mais pas n'importe qui a négligé de faire son devoir. Justice à présent, le procès en appel de 2 policiers tunisiens reconnus coupables d'avoir violé une jeune femme en 2012 a commencé lundi avant d'être aussitôt reporté alors que la victime dénonçait une tentative d'intimidation. Les accusés ayant déposé plainte contre elle. Le délit de viol est lourdement condamné en Tunisie, ainsi que va nous le dire dans ce reportage Aziz Maïga. Le juge a annoncé le report du procès au 6 novembre, quelques minutes après le début de l'audience à la demande des avocats de la jeune femme selon un journaliste de l'AFP sur place. De son côté, Myriam Ben Mohamed, nom d'emprunt de la victime, a indiqué lundi que les policiers avaient déposé une plainte contre elle pour menace. Par ailleurs, Martin Pradel, un des avocats de la jeune femme, réclame que les policiers soient jugés pour viol commis dans l'exercice de leurs fonctions, un facteur aggravant qui, selon lui, n'a pas été pris en compte en première instance lorsqu'ils avaient été condamnés à 7 ans de prison. Des écritures ont été déposées pour permettre à la Cour de comprendre la raison pour laquelle le désir du violeur ne peut pas être une circonstance atténuante du viol qu'il commet. Et la défense, en voyant ces écritures, a sollicité un délai pour pouvoir y répondre. Déjà en première instance, elle avait été reportée un grand nombre de fois, il me semble 5 ou 6 fois. Donc vraiment, c'est très lourd pour elle, c'est vraiment très dur. Dans une interview en avril 2013, Myriam Ben Mohamed dit, cite, « Non seulement je suis victime de viol, mais je suis traitée comme une coupable. Mais qu'est-il arrivé à notre justice et aux droits de l'homme ?» Pour rappel, les 2 policiers avaient été reconnus coupables en mars d'avoir violé à tour de rôle Myriam Ben Mohamed pendant qu'un 3e agent de police conduisait le petit ami de la victime jusqu'à un distributeur pour lui extorquer de l'argent. Ce dernier avait été condamné à 2 ans de prison. Toujours, vous devez le savoir, l'Ivoirien Charles Blé Goudé, bras droit de l'ex-président Laurent Gbagbo, comparaît depuis ce lundi devant la Cour pénale internationale pour des audiences visant à déterminer s'il doit être jugé pour des meurtres, viols et autres crimes contre l'humanité. L'ancien chef des Jeunes Patriotes est soupçonné d'avoir participé à un plan fomenté par Laurent Gbagbo pour conserver le pouvoir en novembre 2010. En 5 mois, plus de 3000 personnes ont été tuées à Abidjan et dans l'ouest du pays. Charles Blé Goudé avait été présent à l'audience ce lundi à La Haye. Costume sombre, lunettes à la monture noire, l'ancien général de la rue, ainsi surnommé pour sa capacité à mobiliser les foules, a écouté avec attention et pris des notes tout au long de l'audience. Pour Fatou Bensouda, procureur de la Cour pénale internationale, Charles Blé Goudé est, je cite, responsable de certains des pires crimes commis, fin de citation, après l'élection présidentielle de novembre 2010 en Côte d'Ivoire. Pour l'accusation, l'ex-chef des Jeunes Patriotes était un membre éminent de l'entourage du président Laurent Gbagbo et a apporté une contribution essentielle à l'exécution d'un plan criminel. L'accusation a rappelé l'organisation, les barrages, les lynchages de certains civils, les Diola, qualifiés d'étrangers et soupçonnés de soutenir le candidat Ouattara. Maître Nick Kaufman a dénoncé l'axe d'accusation qui s'en prend à la galaxie patriotique. Maître Kaufman a soulevé une exception d'irrecevabilité au motif que l'affaire n'est pas suffisamment grave. Autre procès, autre jeune loup du paysage politique africain, l'ancien cadre de l'ANC, Julius Malema, est accusé de corruption, de fraude et de blanchiment d'argent. Mardi matin, le parquet de Polokwane a ajourné au 3 août 2015 le procès de ce leader des combattants pour la liberté économique. Les militants et sympathisants de cette mouvance ont apporté leur soutien à leur chef au cours d'une manifestation nocturne. Plus de détails avec Uriel Abaga. Le tribunal de Polokwane a prononcé mardi matin le report du procès de Julius Malema au 3 août 2015. La décision a été prise en raison de l'indisponibilité de certains avocats. L'ancien leader de l'ANC est accusé de corruption, de blanchiment d'argent et de s'être personnellement enrichi en 2009 dans un marché public pour l'entretien des routes de Limpopo dans l'extrême nord du pays. L'homme qui se fait appeler commandant en chef réfute ces accusations et croit, comme les militants de son parti, à un acharnement du parti au pouvoir dont il a été exclu en 2012. Ces derniers se sont retrouvés d'ailleurs la veille pour manifester leur attachement à Julius Malema.
Il n'est pas corrompu. Le problème, c'est que l'influence politique a fait qu'il soit vu comme étant corrompu. Mais nous le soutenons car nous ne voyons aucune corruption en lui. Les autorités sud-africaines ont réquisitionné et vendu aux enchères plusieurs possessions de Julius Malema pour rembourser 2 millions de dollars d'impôts que le fisc l'accusait de ne pas avoir payés. Pour rappel, c'est la deuxième fois après le 18 novembre 2013 que ce procès est reporté. Accusé d'avoir tué et dépecé un jeune étudiant chinois et accessoirement son petit ami en 2012 au Canada, l'ex-acteur de porno Luca Rocco Magnotta a décidé de plaider non coupable lundi en dépit des charges qui pèsent sur lui, établies par des enquêtes sérieuses. Il a pourtant nié tous les faits qui lui ont été reprochés. Tentative d'explication de ce revirement avec Marina Mendeman. Accusé d'avoir tué et dépecé un jeune étudiant chinois en 2012, Luca Rocco Magnotta, l'ex-acteur de cinéma pornographique, est face à la justice de son pays depuis ce lundi. Il a décidé de plaider non coupable pour les charges retenues contre lui. La justice doit pouvoir établir si oui ou non le dépeceur de Montréal a agi en tout état d'esprit requis ou de schizophrénie. Le procès de M. Magnotta, ce que la défense a pu accepter ou admettre, si on veut, c'est la reconnaissance, en fait, qu'un meurtre ou un homicide a été commis. Une preuve d'expertise peut être soumise au tribunal, aux jurés qui prendront la décision selon les faits. M. Magnotta avait, oui ou non, les capacités mentales au sens du code criminel canadien pour commettre ce crime. Donc, ça sera essentiellement une preuve d'expertise. En tout, 5 chefs d'accusation pèsent contre Luca Magnotta. Il est accusé d'avoir tué chez lui avec un pic à glace son ancien petit ami Lin Jun. Il aurait ensuite dépecé avant de poster la vidéo des faits sur Internet et d'envoyer par courrier les morceaux de cadavres. Enfin, il est poursuivi pour harcèlement vis-à-vis du Premier ministre canadien Stephen Harper. Et lui a décidé que la façon de, comme il a dit souvent, d'honorer son fils est présent, mais il y a quand même un intérêt personnel. Il veut savoir qu'est-ce qui est arrivé à son fils? Comment c'est arrivé? Qui l'a fait? On a un accusé, mais on veut la preuve. Il y a une question qui pourra peut-être jamais être répondue, c'est pourquoi? Pourquoi c'est arrivé? On voit la preuve, on verra la preuve, mais pourquoi c'est arrivé à son fils? Le procès est prévu pour durer 6 à 8 semaines et l'avocat du présumé Luc Leclerc entend prouver que son client souffrait de problèmes de santé mentale graves lorsqu'il a commis le meurtre et qu'il doit par conséquent en être déclaré non criminellement responsable. Parlons à présent de tourisme dans le Maghreb. La 11e édition des Assises du tourisme a ouvert ses travaux lundi à Rabat, capitale administrative du Maroc. Occasion pour les ministres marocains et tunisiens du tourisme de rassurer sur les conditions de sécurité mises en place dans leurs pays respectifs en réaction aux inquiétudes soulevées par le récent assassinat du Français Hervé Gourdel par un groupe djihadiste algérien. Le compte-rendu d'Aziz Maïga. La rencontre qui s'est tenue en présence du chef du gouvernement tunisien, du secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme et des opérateurs nationaux et étrangers avait pour objectif de faire le point sur l'état d'avancement de la vision 2020 du tourisme. L'ambition est de continuer à faire du secteur touristique l'un des moteurs du développement économique, social et culturel du Maroc. Mais face aux exactions commises ces derniers jours par l'État islamique, le ministre marocain du Tourisme a tenu à rasséréner les touristes et les voyagistes. Nous assurons que le Maroc est un pays stable et sûr. Et il n'y a aucun problème dans ce sens. Et je pense qu'il n'y a aucune menace contre le Maroc et contre les gens qui s'y trouvent. Présente à cette occasion, son homologue tunisienne, Amel Karboul, s'est aussi voulue rassurante au moment où la peur peut paraître légitime chez les voyageurs, après notamment l'assassinat du Français Hervé Gourdel. La Tunisie a souffert beaucoup plus en image qu'en réalité, au fait, parce que si vous voyez que depuis 3 ans, depuis la Révolution, aucun étranger, aucun touriste n'a été touché, et que nous mettons tous en œuvre comme gouvernement pour que ça reste comme ça. La perception, c'est la réalité des gens. Et donc notre travail, c'est de changer cette perception pour montrer que la réalité est différente.
cadre d'échange et de concertation entre le secteur public et les opérateurs touristiques privés, nationaux et étrangers, les assises du tourisme visent à maintenir la dynamique de concertation, de partage et de mobilisation de l'ensemble des acteurs autour des objectifs stratégiques du secteur du tourisme marocain. Et pour vous donner un ordre d'idée, je vous propose quelques photos idylliques des sites touristiques du Maroc et de la Tunisie. Et vous précise que le Maroc talonne désormais l'Afrique du Sud au rang des premières destinations touristiques africaines. Le Royaume prévoit d'accueillir près de 11 millions de touristes en 2014, soit 3 millions de plus qu'en 2010, alors que la Tunisie casse les prix sans retrouver les niveaux de fréquentation d'avant sa révolution. Chez Mohamed VI, le touriste est roi. La qualité de l'accueil, la diversité de l'offre et les efforts de promotion du pays s'avèrent d'autant plus payants que les autres destinations d'Afrique du Nord sont en crise. Le Maroc prévoit d'accueillir 10,7 millions de touristes en 2014 pour des recettes de 61 milliards de dirhams, soit 5,4 milliards d'euros. Le royaume chérifien a déjà supplanté l'Égypte en 2013. Il talonne désormais l'Afrique du Sud, 9,6 millions de touristes en 2013 au rang de première destination africaine. Le tout sans avoir besoin de casser les prix comme en Tunisie. La Tunisie qui a recensé 7,3 millions de visiteurs étrangers en 2013 contre 6,9 millions en 2010. Mais les chiffres sont trompeurs. Sur les arrivées de 2013 figurent 2,9 millions d'Européens, 1,6 millions de Tunisiens vivant à l'étranger et pas moins de 3,2 millions de Maghrébins. Des statistiques qui prennent désormais en compte l'afflux des réfugiés libyens. Économie, à présent, la transition est toute faite. L'Union européenne et les États-Unis sont en négociation en vue d'un accord de libre-échange instituant notamment une instance de règlement des litiges. La commissaire européenne au commerce, Cecilia Malmström, s'est exprimée sur cette tractation devant le Parlement européen, restant toutefois ambiguë sur l'application de ce mécanisme. Les détails avec Dina Koussou. Cecilia Malmström est restée ambiguë sur l'inclusion de tribunaux d'arbitrage dans l'accord de libre-échange en cours de négociation avec les États-Unis lors de son audition devant le Parlement européen ce lundi. Pour la commissaire européenne désignée au commerce, l'Union européenne et les États-Unis ne peuvent pas faire abstraction de l'ISDS, mais doivent améliorer la manière dont il est appliqué. L'ISDS est là. Il est sur la table. Nous ne pouvons pas en faire abstraction. Nous devons améliorer la façon dont il fonctionne et nous revenons de loin, ou mes prédécesseurs reviennent de loin, dans leurs travaux avec le Canada pour essayer de le rendre juste, transparent et d'un champ limité. Est-ce que cela sera inclus avec les États-Unis? C'est trop tôt pour le dire, peut-être pas. Les eurodéputés sont sceptiques après les explications de Cecilia Malmström. L'Investor State Dispute Settlement est un mécanisme de protection des investisseurs signé entre deux ou plusieurs États. Actuellement, les États-Unis sont les premiers investisseurs directs dans l'Union européenne et réciproquement sans aucun traité bilatéral. Il est donc permis de s'interroger en quoi ce mécanisme est-il si nécessaire. Plus d'une semaine après la conclusion d'un accord à Minsk ouvrant la voie à une trêve durable, la création d'une zone tampon a été perturbée ce lundi par la poursuite de combats dans l'est de l'Ukraine. Ces heurts qui ont occasionné la mort de 13 personnes, dont 9 soldats, représentent le bilan le plus meurtrier depuis l'instauration d'une trêve en début septembre. Le retrait des troupes ukrainiennes a été perturbé ce lundi par la poursuite des combats à Donetsk, dans l'est du pays. Les rebelles tentaient une nouvelle fois de prendre l'aéroport de cette ville. Les échanges ont entraîné la mort de 13 personnes, parmi lesquelles 9 soldats. C'est le bilan le plus meurtrier depuis l'instauration, le 5 septembre dernier, d'un cessez-le-feu dans le pays. Hier, après une attaque terroriste au mortier encore menée pour prendre le contrôle de l'aéroport de Donetsk, et en une journée, nos forces ont repoussé 2 puissantes attaques. Durant la soirée, des attaques de tirs de tanks ont sévèrement endommagé des véhicules blindés ukrainiens et des combats intenses sont survenus juste après. Pour conséquence, nos parachutistes ont subi des pertes.
Ces affrontements mettent en péril le retrait des troupes de l'armée ukrainienne et des rebelles pro-russes. Moscou souhaite pourtant que les discussions sur le projet d'accord annoncé la semaine dernière par la Commission européenne, dans lequel le géant russe Gazprom rouvrirait le robinet du gaz en échange du paiement avant la fin de l'année de plus de 3 milliards de dollars par l'Ukraine, se déroulent jeudi ou vendredi à Berlin. Allez, mode culture à présent, avant l'ouverture de la page sport de ce journal. Duncan Campbell, Chiara Phillips, James Richards ou Trace Von Mitchell sont des nominés de la 30e édition du prix Turner 2014 qui a débuté ce lundi. Le prix est décerné chaque année à un artiste de moins de 50 ans qui est né, vit ou réside dans le Royaume-Uni. Le verdict final sera donné le 1er décembre prochain. Mais les contours de la manifestation dans ce reportage de Roland Jacou. Comme chaque année, l'exposition qui récompense les artistes d'art moderne de Londres a ouvert ses portes à la Galerie Tate lundi dernier. Les œuvres des artistes comme Duncan Campbell, Chiara Phillips, James Richards ou encore Tris Van Mitchell sont exposées depuis le lancement de ce prix, dont le lauréat sera connu le 1er décembre. Certains groupes manifestent contre cette exposition depuis plusieurs années et pourtant le Turner Prize ne cherche pas à choquer, mais plutôt à encourager et valoriser la créativité londonienne. C'est une exposition très populaire et après 30 ans du Turner Prize, c'est toujours aussi pertinent qu'au début. Quand il a commencé, l'art contemporain britannique n'était probablement pas très connu du grand public, mais il a ouvert la discussion et maintenant tout le monde a l'impression de pouvoir le comprendre. Ils peuvent en discuter, ils peuvent aimer ou ne pas aimer, mais c'est quelque chose avec laquelle le grand public peut s'identifier. Le prix est décerné aux artistes utilisant les nouveaux médias, tels que l'art vidéo, l'installation et la sculpture non conventionnelle, mais aussi aux artistes peintres ayant au moins 50 ans, résidant au Royaume-Uni. Et pour cette 30e édition, le public n'a pas manqué le rendez-vous. Le mouvement artistique The Stockists s'en indigne. Nous manifestons depuis 14 ans contre le Turner Prize au nom du public parce que le Turner Prize est fondamentalement une bêtise pathétique et prétentieuse. Cependant, cette année, la qualité est si mauvaise que nous avons décidé de ne pas manifester. Le prix Turner récompense les artistes d'art moderne depuis 1984. En 2004, sa dotation était d'environ 38 millions de francs CFA. Et pour cette année, le lauréat remportera une somme de 16 250 000 francs CFA. Du sport à présent et destination chez l'Oncle Sam. La nouvelle saison de NBA va être effective dans quelques semaines. Tous les clubs du meilleur championnat de basketball au monde sont sur le pied de guerre. Avant le lancement des hostilités, certaines équipes peaufinent leur préparation. C'est le cas des Lakers de Los Angeles. Willy Tonangoy de Bambera fait le compte-rendu. Pour attaquer cette nouvelle saison, les Lakers se sont adonnés dans leur centre d'entraînement à un exercice qui ne leur est pas coutumier. Entre photos et enregistrement des annonces, le seul exercice qui semblait être le mieux apprécié était celui de parler aux journalistes de cette journée pas comme les autres, mais aussi et surtout de la saison à venir. C'est sympa. Je suis avec tous mes coéquipiers au même moment, au même endroit et on échange avec les reporters. On a différentes activités prévues dans la journée. C'est sympa, vraiment sympa pour nous. Vous savez, les fans de Los Angeles comprennent que l'exigence de ce club, c'est de gagner des titres. Alors en ce moment, je sais qu'on est en période de lune de miel et cela durera peut-être 1 an, mais après ça, le niveau d'exigence remontera à un niveau élevé et vous savez, c'est mon niveau d'exigence aussi. Si pour le moment nul ne sait si Kobe Bryant est en pleine possession de ses moyens, d'un point de vue oratoire, il est bien de retour. Alors qu'il y a une nouvelle génération de basketteurs qui est en train d'éclore, le quintuple champion NBA aussi se positionne dans les starting blocks à 36 ans après une longue période d'absence due à 2 grosses blessures. Le Black Mamba sait qu'il ne peut plus vraiment jouer avec son corps, mais avec son cerveau. Et pour cela, il va falloir faire des efforts. Progresser chaque jour, c'est un cliché, mais si vous y réfléchissez bien, c'est la clé de tout. Progresser chaque jour peut vous aider à accomplir des choses phénoménales. Le club californien qui vise haut cette saison va être une nouvelle fois l'une des attractions majeures du championnat américain.
Et nous parlons d'olympisme maintenant. La commission de coordination du Comité international olympique s'est rendue au Brésil dans le cadre de sa 7e visite dans la ville hôte des Jeux olympiques 2013 pour une inspection et une évaluation des progrès accomplis par les organisateurs brésiliens à moins de 2 ans de l'événement. Le pays continue de montrer des signes d'assurance et sa volonté d'offrir une très belle fête au monde sportif. Le comité d'organisation des JO brésiliens a reçu pour la 7e fois à Rio la visite des commissions de coordination du Comité international olympique lundi. Une réunion qui consistait à faire une mise au point des avancées en termes d'organisation, des infrastructures sportives, de construction et d'évaluer les progrès accomplis par les organisateurs brésiliens en moins de 2 ans. Durant leur séjour, les membres de la commission du CIO ont échangé avec les représentants du comité d'organisation de Rio 2016 sur les préparatifs de ce grand rendez-vous sportif. Un certain nombre de programmes qui sera examiné par la commission du CIO a été déjà mis en place par le comité d'organisation des Jeux de Rio, notamment un programme de recrutement des volontaires et l'annonce des prix des billets. D'autres secteurs tels que les sports, l'hébergement, le transport, le marketing, les préparatifs pour les Jeux paralympiques. Mesurons la grandeur de l'événement, car ce sont au total 28 sports qui seront inscrits au programme des Jeux olympiques de 2016 à Rio. La commission de coordination du COI séjournera au Brésil jusqu'au 1er octobre prochain. C'est le 2 octobre 2009 que Rio a été choisi pour abriter les prochains Jeux olympiques qui se dérouleront du 5 au 21 août 2016 dans la plus grande ville brésilienne. Le Cameroun et la Tunisie n'ont pas réalisé l'exploit de franchir le premier cap au 17e championnat du monde de volley-ball qui se joue en Italie. Les représentantes du continent africain sont classées derniers de leur groupe respectif. Mamadou Niang. Représentant du continent africain au 17e championnat du monde féminin de volley-ball Italie 2014, le Cameroun et la Tunisie n'ont pas réalisé l'exploit d'une qualification au second tour. Lyon Indomptable et Aigle de Carthage ont enregistré 5 défaites en autant de matchs disputés, terminant ainsi à la dernière place de leur groupe respectif. Ces résultats confirment, une fois encore, l'immense fossé entre l'Afrique et le reste du monde, dominé par le Brésil, champion du monde et champion olympique, la Russie, vice-championne olympique, vice-championne du monde. Voilà, c'est la fin de ce journal et voici le rappel de ses principales manchettes. La mise en quarantaine des villes et villages potentiellement touchés par Ebola en Sierra Leone a été étendue. Les autorités ont déjà jugé que le confinement de 3 jours imposé au pays le week-end dernier était un succès. Désormais, près d'1,2 million de personnes sont concernées dans 5 des 14 districts du pays. Les 2 villes au cœur du dispositif restent Kenemema et Kalioum dans l'est du pays. En Afrique du Sud, le député radical Julius Malema, toujours dans le viseur de la présidence de la République, l'ancien cadre de l'ANC, est accusé de corruption, de fraude et de blanchiment d'argent. Mardi matin, le parquet de Polokwane a ajourné au 3 août 2015 le procès de ce leader des combattants pour la liberté économique. Le gouvernement et ses alliés s'organisent pour tenter de contenir un Julius Malema devenu très gênant. La commission de coordination du Comité international olympique s'est rendue au Brésil dans le cadre de sa 7e visite dans la ville hôte Rio de Janeiro des Jeux olympiques 2016 pour inspection et pour une évaluation des progrès accomplis par les organisateurs brésiliens à moins de 2 ans de l'événement. Le pays continue de montrer des signes d'assurance et sa volonté d'offrir une belle fête au monde sportif. La méditation de ce soir sur la prudence et l'imprudence tirée de la culture swahili. Si en te baignant, tu as échappé au crocodile, prends garde au léopard sur la berge. Bonsoir.